vous souhaite à tous la bienvenue pour ce 14e rendez-vous dédié au bouclier Cyber 64. Ce webinaire sera animé par Francisco Ordas et Guillaume Nicjoandé de la Fibre 64. En fin de présentation, M. François Esnol-Feujas viendra présenter la solution Oxybox. Si vous avez des questions pendant la présentation, un chat est à votre disposition. Si vous avez des questions à la fin du webinaire, nous vous ouvrirons bien évidemment les micros et les caméras pour que vous puissiez poser vos questions en direct. Nos différents intervenants y répondront à la fin du webinaire. Nous tenons également à vous informer que ce webinaire est enregistré. Il sera disponible pour revisionnage sur le site webinaire.lafibre64.fr cette semaine. Je laisse sans plus tarder la parole à M. Dinciard, le directeur de la Fibre 64. Merci et bon webinaire. Merci Victoria. Bonjour à tous. À l'heure où le très haut débit se généralise dans les Pyrénées-Atlantiques, à l'heure où la dématérialisation des services devient de plus en plus importante, la question de la cybersécurité revêt, elle également, une grande priorité pour les collectivités locales et certains élus, notamment dans les petites communes, sont un petit peu démunis pour faire face à ces nouvelles nécessités qui s'imposent à la tenue des différents services publics qui leur incombent. La cybersécurité, c'est donc un sujet de préoccupation pour bon nombre d'élus locaux et l'association des maires du département nous a questionné en ce sens pour imaginer un parcours d'accompagnement en matière de cybersécurité, parcours qui serait ouvert à l'ensemble des communes du 64, à l'ensemble des intercommunalités également, parcours qui devrait également intégrer des phases de sensibilisation, de diagnostic et également des outils à installer dans les différentes collectivités. C'est précisément autour de ce parcours que nous allons axer le webinaire d'aujourd'hui et vous préciser les modalités pratiques d'accès à ces différentes étapes du parcours, à ces différents modules. Guillaume Nicjoandé et Francisco Ordas vont vous expliquer tout cela et répondront bien évidemment à vos questions au fil de ce webinaire. Guillaume. Bonjour à tous. Donc, avant d'évoquer plus en détail le parcours justement d'accompagnement à la cybersécurité qui a été imaginé pour permettre aux différentes collectivités d'élever leur niveau de protection face donc à ce risque cyber, nous allons revenir justement sur le contexte qui a conduit à l'imagination et donc à la conception de cet accompagnement. Donc l'année 2021 a été marquée par une recrudescence et une multiplication des attaques cyber qui visaient notamment les administrations et toutes les entités et collectivités territoriales. Donc en effet, localement, des entités en ont été victimes. On peut citer par exemple le cas de la mairie de Bayonne, des hôpitaux de Dax ainsi que d'Oloron-Sainte-Marie et du centre d'assainissement d'Oloron-Sainte-Marie, avec toutes les conséquences importantes sur leur fonctionnement que cela a pu engendrer pendant de très nombreux mois. La carte suivante qui est à l'écran indique en effet l'ensemble des attaques cyber sur des entités publiques qui ont eu lieu entre 2019 et 2021. Et donc, nous montre quelque part que tous les organismes sont bien concernés par la cybersécurité. Aussi bien les organismes de santé, les collectivités territoriales, les syndicats, les EPCI, etc. Tout ceci sans distinction de taille de la collectivité qui va être visée ou de sa situation géographique. Donc maintenant, comme on a l'habitude de dire, la question n'est plus de savoir est-ce que ma collectivité risque ou peut être attaquée et visée par une cyberattaque, mais la question c'est plutôt de se dire quand est-ce que cela va m'arriver. Donc c'est pourquoi, suite justement à la sollicitation de l'association des maires du 64, dès la fin de l'année 2021, on a imaginé, conçu une démarche d'accompagnement qui a débuté dès le 11 janvier dernier lors d'une réunion d'information qui a eu lieu dans les locaux de l'ADM 64. Et au cours donc de cette année 2022, le syndicat La Fibre 64 a répondu à un appel à projet de l'Association nationale des systèmes de sécurité informatique, l'ANSSI, et qui visait à financer l'acquisition de produits et services mutualisés. Et nous avons eu la chance donc d'être désignés parmi les lauréats de cet appel à projet. Nous avons pu donc obtenir une subvention permettant donc de financer ces outils techniques.
C'est pourquoi, par la suite, nous avons pu lancer, dès le 17 septembre dernier, ce que nous appelons le bouclier cyber 64, c'est-à-dire ce qui consiste à permettre aux collectivités qui le souhaitent et qui n'en sont pas équipées d'acquérir, sans coût pour elles, des outils techniques visant à les protéger face donc à cette menace de cybersécurité. Ce bouclier cyber 64 que Francisco nous expliquera par la suite de ce webinaire de façon plus détaillée dans la deuxième partie, constitue donc la troisième étape du parcours d'accompagnement que nous avons imaginé et que je vais donc vous présenter tout de suite. Donc ce parcours d'accompagnement que l'on a imaginé et conçu se compose de 4 étapes, donc de 4 modules différents. Le premier de ces modules consiste en un webinaire de sensibilisation à la cybersécurité. Donc d'une durée de 45 minutes environ. Ce webinaire a pour but de vous expliquer en quoi consiste la menace cyber, comment celle-ci se manifeste-t-elle, de connaître les différentes attaques possibles envers votre collectivité, quels sont les différents types d'attaquants, comment repérer les différentes attaques que votre collectivité peut avoir et surtout, comment adopter au quotidien dans vos habitudes des bonnes pratiques dans le numérique pour pouvoir justement éviter ou tout de moins limiter, on va dire, l'exposition de votre entité face à ce risque cyber. Donc ce module de sensibilisation est un module très important puisqu'en fait, dans 90% des cas, c'est en fait une action humaine qui va être soit à l'origine de l'attaque, soit qui va contribuer à ce que celle-ci puisse se proliférer et prendre de l'ampleur. Donc ce module 1 de sensibilisation est un module très important pour l'ensemble des agents d'une collectivité. Le deuxième module de cet accompagnement consiste à un webinaire qui présente un autodiagnostic que nous avons conçu et qui vise à réaliser un état des lieux du système d'information de votre collectivité. Le but étant de pouvoir se poser des questions sur la constitution, mais aussi sur la composition de votre structure, de votre réseau informatique dans votre collectivité, tout ça dans le but de pouvoir déterminer quelles sont vos principales vulnérabilités. Le module 3 constitue ce qu'on appelle le bouclier cyber 64, c'est-à-dire de permettre aux communes et aux communautés de communes du département de bénéficier sans coût pour elles pendant 3 ans de 4 outils techniques visant à diminuer leur exposition face au risque cyber. Donc Francisco y reviendra juste après. Et enfin, dans la vision de notre accompagnement, le module 4 constitue en fait le fait de proposer à l'échelle du département un réseau informatique privé basé sur la fibre optique qui est actuellement déployée au niveau du département et au sein duquel un data center mutualisé serait déployé et accessible. Le but étant que, de base, l'interconnexion dans ce futur réseau de votre collectivité vous garantisse des éléments de sécurité d'un point de vue cybersécurité. Donc voilà comment on avait conçu, imaginé et comment on déploie actuellement ce parcours d'accompagnement. Donc pour vous accompagner dans ce parcours et donc dans cette démarche, nous avons créé un site support qui est le site qui apparaît à l'écran, qui est le site cyber.lafibre64.fr et qui vous permettra donc de retrouver toutes les informations nécessaires pour vous accompagner dans ce parcours cybersécurité, dans cette démarche. Donc dans le menu que vous voyez à l'écran cybersécurité, vous retrouverez plusieurs sous-menus dans lesquels vous pourrez retrouver les différents liens pour vous inscrire au module 1, au module 2, de pouvoir réaliser une simulation d'équipement technique, donc ce qui constitue le module 3, ainsi que tout un tas de ressources cyber et de documents qui vont vous permettre, d'un point de vue personnel dans votre collectivité, d'acquérir de nouvelles choses vous permettant d'élever votre niveau de protection face à un risque global de cybersécurité. Donc, comme c'est un petit peu indiqué sur la droite de l'écran, le module 1, c'est un webinaire de sensibilisation. Et le module 2, comme je l'avais indiqué, c'est un questionnaire, un autodiagnostic qui se présente sous la forme d'un questionnaire Excel que vous allez pouvoir jouer de façon indépendante et autonome dans votre collectivité. Le webinaire est là pour vous présenter les différentes questions de ce tableur Excel. Vous répondez dans votre collectivité en fonction de vos connaissances. Vous nous communiquez via un lien sur le site Démarche Simplifiée les réponses. Et à partir de là, on revient vers vous avec un bilan de cet autodiagnostic, c'est-à-dire
un document Word avec un graphique qui vous indique un petit peu le pourcentage au niveau de chacune des réponses que vous avez formulées en fonction des catégories, une petite notation, une pondération pour connaître un petit peu votre niveau, on va dire, de sécurisation globale, et enfin et surtout la feuille de route, c'est-à-dire un élément qui va vous permettre de connaître par quelle catégorie on vous conseille de mettre en place des éléments de sécurisation. Donc il y a 12 catégories différentes, et cette feuille de route doit vous permettre de savoir par où commencer au niveau de votre accompagnement. Et par la suite, donc, à l'issue de cet autodiagnostic et de ce bilan, vous pouvez commencer à entreprendre des actions de protection, notamment par le module 3 qui est le bouclier cyber 64. Donc, je passe la main à Francisco qui va justement vous présenter la continuité de ce module 2, donc le fameux module 3 qui est donc ce bouclier cyber 64. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, il y aura un petit peu de logistique avec mon collègue qui va me dérouler les slides à distance. Donc, je vous expliquais en quelques mots les étapes qui vont vous permettre de dérouler ce module 3, sachant que, comme vous l'avez compris, les prérequis, c'est d'avoir suivi les modules 1 et module 2. Et si vous arrivez sur le parcours directement sur le module 3, sachez que c'est assez facile de rattraper le retard, si on peut dire, ou en tout cas de se remettre à niveau, puisque les modules 1 et les modules 2 font l'objet de webinaires qui ont lieu chaque semaine. Donc ça veut dire que quasiment en une semaine ou deux, si les créneaux qu'on vous propose correspondent, vous pouvez déjà rattraper les prérequis 1 et 2 pour attaquer directement le module 3. Donc, ouais, la slide suivante, s'il te plaît. Donc, comment se passe le démarrage du module 3? Donc, c'est l'enregistrement de votre candidature. C'est-à-dire, on va capter votre candidature à ce module 3 en vous demandant de vous rendre sur l'URL qui est indiquée à l'écran, donc boucliercyber.lafibre64.fr. Donc, si vous n'avez pas le temps de le noter, vous retrouverez tout ça sur le site cyber.lafibre64.fr. Donc, c'est un formulaire très simple dans lequel on va vous demander de renseigner le SIRET de votre commune ou de votre collectivité. Vous verrez que le système automatiquement vous affichera le nombre d'habitants de votre commune. Il vous affichera à titre d'information la quote-part de la subvention à laquelle vous avez droit. Donc en gros, la part de financement de l'ANSSI de la FIP 64 sur le projet. Même si c'est juste à titre d'information, puisque, je le répète, l'accompagnement est gratuit pendant 3 ans. Vous renseignerez le nombre d'ordinateurs qu'il y a dans votre collectivité. Et ensuite, vous choisirez le ou les produits parmi ceux qu'on vous propose. Et donc, c'est la slide suivante, si tu veux. Voilà. Donc, alors, vous l'aurez compris si vous avez suivi les modules 1 et les modules 2, la sensibilisation et l'autodiagnostic, vous verrez que très vite, on pointe des risques au niveau cyber qui sont parmi les plus importants et qui concernent souvent une majorité de collectivités. Parce que si vous êtes passé par ces modules, vous avez entendu que voilà, le maillon faible, il est entre le fauteuil et le clavier, donc il faut vraiment qu'on protège l'humain. Vous aurez certainement entendu que beaucoup d'attaques arrivent par les mails, donc il faut qu'on protège la boîte mail. Vous aurez entendu que le jour où vous êtes attaqué, si par malheur il y a un cryptovirus qui bloque toutes vos données, on préconise bien sûr de ne pas payer de rançon parce qu'on n'est jamais sûr de récupérer les données, mais que du coup, il faut se protéger en amont et du coup construire des plans de continuité qui vont beaucoup se baser sur les sauvegardes. Donc, ces axes d'attaque qui sont parmi les plus importants nous ont conduit à faire un choix de produit. Donc, on avait possibilité dans ce bouclier de mettre toute une panoplie d'outils et on a choisi de mettre les produits suivants qu'on vous propose. Donc le premier qui est le produit Men in Black, là, qui va être un outil qui va plutôt protéger votre boîte mail contre tout un tas typiquement de robots qui peuvent vous envoyer des attaques piégées. Bon, certainement que plusieurs collectivités parmi vous ont déjà cet outil ou ont été confrontés à l'outil en envoyant un message à quelqu'un qui est équipé de Men in Black. Vous voyez une bannière dans laquelle on vous demande
de ressaisir un mot en particulier pour valider que vous êtes bien un humain. Donc ça, c'est le premier outil, Men in Black. Deuxième outil, un gestionnaire de mots de passe. Donc on a beaucoup insisté dans la partie sensibilisation sur les mots de passe. Donc là, on a un produit qui s'appelle UpSign-On et je crois que Paul Latournerie d'UpSign-On est connecté actuellement. Et donc, s'il y a des questions en fin de webinaire, ben, il pourra directement répondre si vous avez des questions sur ce produit en particulier. Donc, un outil qui va vous permettre de sécuriser vos mots de passe, c'est-à-dire, pour faire simple, de gérer facilement des mots de passe robustes et différents pour chaque site ou chaque application à laquelle vous êtes amené à vous connecter. Donc ça, c'est le second. Le troisième, c'est une solution de sauvegarde de données qui s'appelle Oxybox. Donc là, je passe très vite puisque ça fera l'objet juste après moi d'une présentation un peu plus détaillée par Monsieur Esnolf-Jas. Et le quatrième, c'est un antivirus professionnel, on va dire robuste, solide, par opposition à des solutions d'antivirus qu'on peut avoir, par exemple, si on utilise simplement l'outil Defender de Windows. Donc là, c'est un cran au-dessus au niveau de la protection. Donc, vous choisissez le ou les produits qui vous intéressent. Petite parenthèse, si vous choisissez Men in Black, il y aura une question supplémentaire importante qui est de savoir si vous disposez d'une adresse mail professionnelle, d'un nom de domaine professionnel. Ça veut dire que si par exemple vous avez une adresse mail comme nous en @lafib64.fr, on est sur un nom de domaine spécifique. Donc à partir de là, on peut facilement protéger les boîtes mail par Men in Black. Par contre, si vous avez des boîtes mail qui sont par exemple en orange.fr ou en adou.fr, gmail.fr ou d'autres, avec des noms de domaine génériques, on va dire, on ne pourra pas automatiquement et directement vous protéger par Men in Black. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous le cochiez, mais on vous accompagnera en vous expliquant comment, finalement, il y a un prérequis qu'il faut que vous passiez, qui est d'abord vous équiper d'une boîte mail avec un nom de domaine professionnel. Qui est déjà Voilà. Et d'ailleurs, les noms de domaine pro, c'est quelque chose qu'on pousse de manière à pouvoir sécuriser derrière les boîtes mail dans tous les cas. Donc, une fois que vous avez choisi ces produits, vous validez le formulaire et on arrive sur l'étape d'après, donc qui va être en fait une réunion de cadrage, puisque nous, on va récupérer au fur et à mesure toutes vos inscriptions, toutes vos candidatures, et on reviendra vers vous avec un séquencement, puisqu'on a déjà, je crois, une bonne quinzaine ou vingtaine de communes qui ont déjà déposé leur candidature. Donc, d'ici quelques temps, quelques semaines, on commencera à les traiter. Donc, ne vous étonnez pas si vous remplissez le formulaire, mais qu'on ne réagit pas tout de suite. En tout cas, on reviendra vers vous avec une réunion de cadrage. Donc, Guillaume, la slide d'après, s'il te plaît. Alors, ce qui est important dans cette réunion de cadrage, il y a d'abord un plus, un bonus, disons, c'est que ce sera l'occasion de vous faire un retour en face à face détaillé par rapport au module 2. Donc le module 2, vous avez vu, ça se termine par, c'est un processus plutôt automatisé qui fait qu'on vous restitue sous forme d'un document en 2 pages notre vision des risques cyber qu'il y a aujourd'hui chez vous. Mais c'est brut, on vous envoie ça tel quel, avec des préconisations d'axes de travail. Vous pouvez revenir à tout moment vers nous si vous voulez des explications, mais on n'est pas proactif dans cette phase-là. Par contre, si vous engagez le module 3, dans cette réunion de cadrage, on prendra un temps pour dérouler avec vous la fiche qu'on vous a restituée en module 2 et pour commenter, expliquer pourquoi il y a tel point et qu'est-ce qu'on peut préconiser sur des axes de travail qui ne sont pas couverts par le module 3, parce qu'il y en aura. On pourra par exemple vous dire, on a identifié qu'il vous manque par exemple un guide pour quoi faire en cas de crise cyber. On a déjà préparé un document qu'on pourra vous remettre et qui vous servira à ça. Donc, le module 3 en soi, c'est vraiment la protection sur 4 outils individuels, mais ce sera aussi l'occasion de regarder plus globalement votre positionnement à l'issue du module 2. Donc, retour commenté sur le module 2. Validation des prérequis techniques, c'est-à-dire que par rapport au produit que vous avez choisi, on va vérifier un certain nombre de choses.
sur notre capacité à les installer facilement chez vous. Alors, j'ai dit, par exemple, sur Mailing Blank, on regardera la question du nom de domaine. Et puis, sur d'autres produits, on regardera quelle capacité on a, par exemple, à sauvegarder, quels sont les ordinateurs sur lesquels il faut qu'on intervienne, sur lesquels il faut qu'on installe les produits. Est-ce qu'on a tous les prérequis pour installer les produits, comme par exemple, quel outil pour prendre la main sur vos postes à distance, puisque toutes ces installations se feront à distance. Est-ce qu'on a les outils pour prendre la main sur vos postes? Est-ce que vous disposez bien des mots de passe administrateurs sur tous ces postes ou sur tous ces serveurs pour installer les produits? Voilà un certain nombre de prérequis techniques. Et ensuite, on planifiera, on cadrera avec vous le protocole d'intervention en disant, bon, ben voilà, on a tous les prérequis, on est prêt, ou alors il nous manque tel et tel prérequis, avancez de votre côté, puis vous revenez vers nous, et ensuite on calera dans le temps, en fonction de vos disponibilités et des nôtres, les temps où on va venir installer ces 2, 3 ou 4 produits. L'objectif étant de faire un petit tir groupé et d'installer le maximum de produits dans une fenêtre bien identifiée et de vous rendre le plus rapidement autonome sur ces produits. Guillaume, ouais, tu peux passer à la dernière slide. Donc voilà, à l'issue de cette réunion de cadrage, on revient vers vous et puis on installe les produits à distance. Et puis après, vous êtes, disons, autonome, en tout cas pour les utiliser. Et suivant les produits, on viendra vous apporter soit de l'information, parce qu'il y a des produits qui ne nécessitent pas vraiment de formation, mais simplement qu'on vous explique ce qu'on a mis en place et comment ça fonctionne. D'autres produits qui nécessiteront plus de la formation, comme par exemple le coffre-fort à mot de passe. Donc, on organisera avec vous des sessions de formation, probablement à distance, avec des groupes de taille raisonnable pour que le formateur puisse accompagner globalement, mais également traiter des demandes particulières. Et puis après, la partie support, puisqu'on n'est pas là pour vous abandonner, on vous accompagne au moins pendant 3 ans. Donc, il y a un support qui sera mis en place à travers nous-mêmes et puis en s'appuyant après sur chacun des prestataires des 4 solutions qui sont là pour nous aider, pour faire du support niveau 2 et nous accompagner quand nous, on est un peu soit en limite de compétences ou voilà, ou sur des sujets qui seraient peut-être nouveaux et que certainement vous allez nous faire découvrir petit à petit. Donc voilà la trame du module 3, le formulaire au départ, vous le renseignez dès que vous le souhaitez, ça rentre chez nous dans un process, on traite ça, on reprend contact avec vous, réunion de cadrage, on vérifie les prérequis techniques, on cale les plages d'installation et puis après la partie information ou formation. Et puis vous êtes autonome sur les produits, vous pouvez les utiliser. Voilà, j'ai terminé pour ma partie. Merci. Victoria, ouais. Oui, merci Francisco, merci Guillaume pour cette présentation. Je propose donc à Monsieur François Esnolfejas de nous rejoindre. Normalement, vous pouvez. Voilà, c'est bon, il a ouvert le micro. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Bienvenue, bienvenue dans ce webinaire. Écoutez, je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez quelque chose à présenter peut-être ou... Bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, je vais enlever voilà. Je vais vous laisser le partage d'écran. Vous pouvez déjà partager votre écran normalement. Ça va automatiquement nous. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est ouais. Parfait. 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 Merci. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup évidemment à la FIB 64 d'organiser ce webinaire et puis de manière plus large d'avoir fait confiance à Oxybox. Donc, je suis François Esnolfejas, je suis le président et fondateur d'Oxybox, qui est donc, comme vous pouvez le deviner, une société française. Je suis également, par ailleurs, vice-président à l'ACN, qui est l'Association pour la confiance numérique, qui est une association des offreurs de solutions français qui se sont regroupés notamment pour faire face à l'évolution de la menace. Mon objectif aujourd'hui, c'est, alors certes, on va un petit peu parler de la solution Oxybox, mais surtout de parler des menaces spécifiques qui aujourd'hui ciblent les sauvegardes et donc qui concernent tous et chacun d'entre vous, notamment par le biais de la menace ransomware. Alors, la sauvegarde, ce n'est pas quelque chose de neuf et ce n'est certainement pas une idée neuve. Évidemment, j'espère en tous les cas que vous avez d'ores et déjà tous une solution de sauvegarde et si ce n'est pas le cas, je dirais que c'est la base pour effectivement être capable de redémarrer après un sinistre. Historiquement, les sinistres contre lesquels la sauvegarde protège sont principalement des sinistres matériels, tout simplement la panne d'un disque dur, la perte d'un disque dur, un vol, pourquoi pas, un incident majeur, un incendie, donc quelque chose qui nécessiterait effectivement où il y aurait une perte physique
dématérielle. Et puis, ça protège surtout contre, en fin de compte, historiquement, le plus gros vecteur de menace, qui est l'erreur de manipulation. Tout simplement, on a supprimé le mauvais fichier, on a fait une erreur de manipulation, une secrétaire, enfin peu importe, quelqu'un a supprimé le mauvais fichier au mauvais endroit, et donc évidemment, ça va être protégé contre ça. La nouvelle menace, évidemment, aujourd'hui sur les données, c'est la cybercriminalité. Alors, je dis nouvelle parce qu'effectivement, il y a une très forte accélération. Disons que les premiers ransomware de diffusion massive datent de 2016, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est une menace que tout le monde a absolument en tête et qui clairement est le risque numéro 1 aujourd'hui pour les entreprises, mais également et surtout pour les collectivités territoriales. Alors, je m'excuse, pardon, cette slide fait un peu redite avec une slide diffusée précédemment par la FIB 64, mais voilà, on a tenu avec Oxybox à jour une carte des attaques menées sur des collectivités territoriales et des établissements de santé à travers la France depuis fin 2019. Et ça, ce sont les attaques qui ont été publiquement recensées. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qui est public. C'est ce qui a pu être relayé, qui a fuité dans la presse ou sur lesquels les communes ont communiqué. On peut notamment, on pense évidemment à la commune, par exemple, d'Angers, qui a vécu une cyberattaque dont ils estiment et sur lequel ils ont communiqué qu'il leur faudra plusieurs années pour revenir à la normale après une attaque ransomware. C'est-à-dire qu'ils estiment leur délai de retour à la normale à 4 ans à l'heure actuelle. Et évidemment, beaucoup d'attaques qui constituent la face immergée de l'iceberg et donc qui constituent des communes de plus petite taille et qui là n'ont pas forcément communiqué. Alors il y a certaines qu'on connaît parce qu'on les connaît, je dirais, par bouche à oreille ou personnellement, mais il y a une réalité aujourd'hui dans la manière dont les attaquants fonctionnent qui est que la discrétion est clé. C'est-à-dire que quand on est un criminel, on cherche à éviter la célébrité en général. Alors, il y a des exceptions à ça, mais la plupart des opérateurs de ransomware sont assez discrets et il est plus simple d'aller cibler des petites structures qui vont payer des petites collectivités, qui vont payer discrètement, qui vont essayer de régler le problème discrètement sur des rançons de taille relativement modérée, de quelques dizaines de milliers d'euros, plutôt que d'aller faire des grands coups à base de grands CHU qui forcément attirent beaucoup l'attention des forces de l'ordre qui sont aujourd'hui efficaces très clairement sur ce sujet-là. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les attaques ransomware sont aussi efficaces? C'est parce qu'il y a une vraie industrie du ransomware. Aujourd'hui, les attaquants sont extrêmement spécialisés. On a parfois l'image du hacker de entre 15 et 20 ans, tout seul dans sa chambre, qui prépare une attaque. Ce n'est plus du tout ça. C'est une vraie industrie qui est très organisée avec des éditeurs de ransomware et puis des opérateurs de ransomware. Donc, c'est-à-dire que ceux qui conçoivent le ransomware ne sont pas ceux qui mènent l'attaque, ce qui fait qu'il y a une industrie très structurée. Et vous et moi, si demain on veut se reconvertir, il est très simple d'aller, il est relativement simple d'aller aujourd'hui sur ce qu'on appelle le dark web, de démarrer Tor, d'aller sur une plateforme en ligne et d'acheter un ransomware qu'on n'aura plus qu'à diffuser auprès des victimes. Ce qu'il faut retenir sur le coût d'une attaque ransomware, tout d'abord, c'est que ça coûte entre 700 000 et 1 500 000 euros. C'est le chiffre le plus, on a pris le chiffre le plus bas sur cette diapo volontairement, mais c'est un coût qui est très important. Ce coût-là, ce n'est pas le coût de la rançon, soyons très très clairs, que vous payez ou pas la rançon, le coût il va être dans ces eaux-là. Et je peux donner des exemples parce qu'on en connaît, et je peux citer en tout cas les communes qu'on a pu accompagner après malheureusement les attaques et qui ont communiqué à ce sujet-là. La mairie de Houille, par exemple, dans les Yvelines, n'a pas payé la rançon, a subi une interruption de l'ordre de 45 jours et a un coût global qui est de 400 000 euros sans la reconstruction de son système d'information. Houille, à titre d'information, c'est une commune d'à peu près 25 000 habitants. C'est certes une assez grosse commune, mais voilà, ça donne une idée de ce que ça peut coûter de reconstruire quand on arrive à récupérer les données par ses propres moyens. Évidemment, quand on n'y arrive pas, c'est beaucoup plus important. 16 jours d'interruption en moyenne après une cyberattaque, là aussi, ça suppose qu'on ait les données, puisque récupérer les données n'est qu'une partie de la bataille. Évidemment, il faut être capable de redémarrer les systèmes affectés. Et on va y revenir. Alors, je cite aussi sur cette slide les très grandes attaques, les attaques qui ont défrayé la presse, notamment Saint-Gobain, qui a été une des premières cyberattaques majeures. Évidemment, on est sur des entreprises à vocation financière, donc le gros de leur impact, c'est évidemment de la perte d'activité. Dans le cadre d'une collectivité territoriale, il est sûr qu'il y a rupture de services publics et donc les dommages sont, je dirais, plutôt sociétaux que strictement
exclusivement, en tous les cas, financiers. À gauche, sur mon écran, vous voyez un extrait du rapport de cybermalveillance.gouv.fr, justement, concernant les grandes catégories de cyberattaques. Parce que vous m'entendez depuis tout à l'heure, je parle quasi exclusivement de ransomware. Alors, ce n'est pas le seul type d'attaque. Par contre, c'est à la fois l'attaque la plus fréquente, l'attaque qui a le plus fort impact financier, l'impact qui a le plus fort impact réglementaire, et l'attaque qui a le plus fort impact en termes d'image. Comme je l'évoquais, il y a une vraie industrie parce que c'est extrêmement rémunérateur, le ransomware aujourd'hui. GandCrab, par exemple, en 17 mois d'activité, avait revendiqué plus de 2 milliards de dollars de bénéfices en s'appuyant sur 392 opérateurs, donc en fin de compte distributeurs de ce ransomware. Et si on connaît ces chiffres, si on a ces éléments-là, ce n'est pas parce qu'on a démantelé le réseau GandCrab et qu'on a arrêté toutes les têtes de réseau et tous les penseurs concepteurs du ransomware, c'est tout simplement parce qu'ils ont pris leur retraite. Et qu'en prenant leur retraite, en arrêtant leurs activités, ils ont décidé de publier un bilan d'activité publiquement pour dire ça a bien marché, maintenant on arrête. Alors on pense que par ailleurs qu'ils n'ont pas arrêté, mais qu'ils ont fait une petite pause et puis qu'ils sont revenus sous un autre nom par ailleurs, puisqu'on retrouve des modes opératoires chez d'autres éditeurs. Donc tout ça pour dire que la menace va vraiment en s'amplifiant et que très clairement personne n'est à l'abri, on soit aujourd'hui petit ou gros, visible ou invisible, on est de toute façon une cible attractive pour ces pirates-là qui, ma foi, sont aussi très opportunistes. Donc même, je veux dire, évidemment, il y a des règles qui interdisent de payer les rançons, ou en tout cas qui découragent de payer les rançons. Ça ne va pas les arrêter puisque dans les faits, il y a toujours du bénéfice à tirer, puisque au cours de ces attaques, ils vont aussi exfiltrer des données, donc ils ont une manière également de monétiser les données qu'ils récupèrent. Et je pense que, vous le savez, toutes les communes ont des données qui sont extrêmement attrayantes sur le marché noir, tout ce qui a trait à l'identité, la petite enfance, etc., sont évidemment des informations très intéressantes. Alors, on a la chance et le plaisir de faire partie du bouclier Cyber 64, parce que nous, on est vraiment une brique de base de la cybersécurité. Donc, le constat qu'on fait chez Oxibox, c'est que les solutions de sauvegarde traditionnelles sont plus suffisantes, puisqu'aujourd'hui, les attaquants savent aller corrompre les sauvegardes, savent aller rechercher des informations dans ces sauvegardes, savent exploiter ces sauvegardes, en fin de compte, pour leurs propres bénéfices. Nous, on a construit une solution qui vraiment va empêcher, va isoler les sauvegardes du système d'information et donc va vous protéger à ce titre-là. Et donc, on est vraiment une brique de base de la cybersécurité et le fait de travailler main dans la main avec les opérateurs publics de services numériques et la FIB 64 va complètement dans cette dynamique pour nous, qui est vraiment, en fin de compte, de répondre aux vrais besoins, qui est comment est-ce qu'on protège les territoires français. Et on est une solution simple à déployer et immédiate à ce niveau-là, qui va amener, en fin de compte, la brique de base, le niveau 0 de la cybersécurité. C'est-à-dire que nous, on ne va pas empêcher que l'attaque se produise. Par contre, on va permettre qu'à l'issue de l'attaque, vous soyez en capacité de redémarrer très rapidement et de reprendre une activité normale très rapidement. Donc, quand vous n'avez rien, on est absolument indispensable. Et puis, quel que soit le niveau de maturité, évidemment, on a toujours du sens, puisque quels que soient les niveaux de protection mis en place, en cybersécurité comme en sécurité physique, le risque zéro n'existe jamais. Alors, dans les grandes recommandations, notamment de l'ANSSI, de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, il y a la sauvegarde 3-2-1, donc 3 copies des données sur 2 équipements, dont un à distance. Dans le cadre du bouclier, on va vraiment se concentrer sur cet aspect distance, donc pouvoir avoir une sauvegarde externalisée. Et nous, on a un positionnement qui est de permettre la cyber-résilience et donc de protéger les sauvegardes pendant tout leur cycle de vie et les isoler du système de production, je m'excuse, je reçois un appel, pour permettre une restauration rapide en cas de reprise d'activité. La photo que je vous mets à droite, c'est juste un rappel de ce que c'est que le cloud, puisque c'est une photo prise à Strasbourg d'un data center d'OVH. Vous pensez peut-être que comme vous avez des données dans le cloud, que ce soit chez Microsoft, que ce soit chez des opérateurs souverains, vous êtes à l'abri de ces risques-là, mais le cloud n'est pas une isolation ni contre les risques physiques, dans le cas d'un incendie, ni dans le cas d'un risque cyber. C'est-à-dire que le fait d'avoir externalisé ces données ne vous départit pas de votre responsabilité à l'égard de ces données. Et évidemment, on parle la plupart du temps, c'est d'autant plus sensible quand on parle de la donnée des administrés. Voilà. En quelques mots, et sans faire ni de vente, ni trop de technique, Oxibox, c'est une solution unique, primée, qui va permettre de garantir la sécurité de la sauvegarde, quoi qu'il arrive, donc face au ransomware, face à des attaques plus perfectionnées, et des technologies qui permettent de faire
de la restauration rapide. Et c'est une solution dont on a encore une fois le plaisir qu'elle ait été retenue dans le cadre de ce dispositif et qui a également été primée par de nombreux acteurs, notamment par exemple par Airbus en 2020 ou par la région Île-de-France en 2020 aussi d'ailleurs. Voilà. Je suis évidemment à votre entière disposition si vous avez des questions. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à les poser directement sur le chat. Je vois que nous avons une question de Monsieur Fromentin qui demande si la sauvegarde est dédiée au PC ou également au serveur. Donc je pense que la question est pour Monsieur Esnol Feujas. Oui, merci pour cette question, puisqu'effectivement, je ne suis pas rentré sur le détail du déploiement. C'est une sauvegarde qui fonctionne aussi bien sur des postes de travail, sur des serveurs, que même sur des serveurs de fichiers. C'est-à-dire si vous avez des serveurs de fichiers type QNAP, Synology, etc., ils peuvent être équipés de la même manière dans le cadre de l'offre qu'on a avec la FIP 64. Merci pour votre réponse. Alors, comment fonctionne la sauvegarde? Alors, en quelques mots, alors je vais répondre à la première question, pas à la deuxième. Sur la première question, la sauvegarde fonctionne en étant, c'est un agent qui est à déployer sur l'intégralité des machines ou des équipements à protéger, qui va chiffrer les données à la source et qui va les envoyer de manière très efficace. On parle de sauvegarde dédupliquée. Vers les data centers, en l'occurrence, pour l'instant, en tous les cas, gérés par Oxybox et bénéficiant évidemment de notre technologie de déconnexion et donc de cette isolation vis-à-vis du ransomware. Sur la question pour la fibre, je vais peut-être passer la main. Oui. Alors, est-ce qu'il faut avoir la fibre pour que cette solution fonctionne? Je pense que vous pouvez peut-être y répondre. Très bien. Si je peux y répondre en 2 mots, non. Ou en un seul. Pas forcément. Évidemment, on va plus vite avec la fibre, donc on va être beaucoup plus efficace en termes de sauvegarde. On va pouvoir protéger des volumes de données qui sont plus importants. En revanche, notre solution peut être déployée dans tout type de contexte et donc y compris avec de la DSL classique, mais on a même des collectivités aujourd'hui qui vont fonctionner sur des connexions moins fiables, type 4G, 3G ou même satellite. Merci beaucoup. Nous avons une question. Alors là, je pense qu'elle s'adresse plus à Francisco et à Guillaume. Quel sera le coût après les 3 années? Alors, je vais apporter une réponse, Francisco, peut-être tu compléteras. À l'heure actuelle, en fait, on ne peut pas exactement vous dire, après les 3 ans, comment sera financée cette solution. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons pu obtenir cette subvention pour financer ces outils techniques pendant 3 ans. Donc, il faut vraiment bénéficier et sauter sur cette occasion-là pour justement être équipé de ces outils-là. Après, comme on a construit le parcours d'accompagnement, il y a ce module 4. Le module 4, dans l'esprit, c'est de pouvoir réaliser un réseau d'interconnexion mutualisé entre toutes les collectivités qui le souhaitent, avec un data center qui serait au centre de ce réseau-là. Et par défaut, dès la constitution de ce réseau, il y aurait des briques de sécurisation qui seraient partie prenante de ce réseau-là. Donc, le but, c'est que le réseau par lui-même, par défaut, soit sécurisé. Et donc, dans ce cas-là, ça permettrait à toutes les collectivités de bénéficier de ces éléments, de ces briques supplémentaires. Est-ce que d'ici 3 ans, une subvention supplémentaire serait financée ou accordée par l'ANSSI ou un autre élément? Ça, aujourd'hui, on n'a pas d'éléments concrets là-dessus, mais dans tous les cas, il y aura forcément de la mutualisation, il y aura forcément de la continuité de ces solutions-là, parce que le but, ce n'est pas uniquement de les mettre en place et au bout de 3 ans de les abandonner. Non, le but, c'est de bénéficier pour justement les lancer et qu'au bout de 3 ans, il y ait une pérennisation de ces actions-là. Alors aujourd'hui, on ne sait pas par quel moyen, mais le but, c'est qu'il y ait vraiment une continuité dans l'accompagnement de ces solutions-là. Alors, je crois qu'il y a un complément. Voilà. Oui, Madame bonjour Martineau. à tous, je suis Amalia Martinez et je suis responsable du service des solutions numériques à la FIP 64 dans laquelle travaillent Victoria, Guillaume et Francisco. Pour faire une réponse brève en complément de celle de Guillaume, très concrètement, nous sommes déjà en fait en train de travailler aux hypothèses décrites par Guillaume, le module 4, je n'y reviens pas, mais nous sommes aussi en train de travailler au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque en tant que Fibre 64,
nous sommes adhérents d'une centrale d'achat au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Capaki et avec les autres organismes de mutualisation des autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine, nous essayons de monter un marché commun par lequel on pourrait bénéficier de la mutualisation des achats. Et typiquement, si Oxybox, il n'y a pas de raison d'ailleurs que ça ne fonctionne pas, donne satisfaction à l'ensemble des communes qui auront bénéficié pendant 3 ans de l'offre de sauvegarde, l'idée c'est de pouvoir basculer sur un autre contrat mutualisé avec ou sans subvention. Ça, ce sera bien entendu la question ultérieure. Pour autant, voilà, on est en train de travailler sur la question des tarifs d'une part, et d'autre part, comme vous le verrez quand vous vous inscrirez et que vous ferez la simulation sur le site bouclier64.lafib64.fr qu'a présenté Francisco, vous verrez que pour une commune de taille comme les vôtres, le coût réel est relativement faible, en particulier s'il est mutualisé comme nous par la FIB 64. Amalia, si je peux juste me permettre de rebondir, tu parlais de satisfaction et donc évidemment on a cœur, Oxybox est très engagé aux côtés des collectivités depuis maintenant plusieurs années et donc on a évidemment à cœur de réussir ensemble à vous apporter et à apporter à tous vos adhérents entière satisfaction. Ça c'est le premier volet. Je vais me permettre de rebondir légèrement sur une question de Monsieur Fromentin aussi. Alors non pas sur la possibilité de rajouter d'autres éléments, parce que j'ai répondu en expliquant qu'il faut rajouter des PC, mais aussi des serveurs. Je précise également que la solution est parfaitement compatible avec les environnements macOS et Linux. Donc si jamais ça fait partie de vos parcs, n'hésitez pas, ça fait complètement partie de notre capacité de couverture. Merci. Nous avons Monsieur Orissé qui souhaite prendre la parole. Monsieur Orissé, je vous ai donné l'autorisation pour ouvrir le micro. Oui, bonjour. Bonjour. Juste une question à la fibre. Ce programme sur 3 ans, il est réservé seulement aux mairies ou aussi aux écoles qui sont accrochées à nos mairies? Parce que si c'est le cas, est-ce que ce serait envisageable que Guillaume il puisse avoir ce genre de discussion avec les directeurs et directrices d'école? Donc, en ce qui concerne les modules d'accompagnement 1 et 2, ce sont des modules qui sont ouverts à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que si vous voulez proposer le module de sensibilisation des agents, aussi bien de votre collectivité ou bien à des personnels de l'école, il n'y a pas de souci. Au contraire, plus de personnes est sensibilisée, mieux c'est. La partie autodiagnostic permet de faire un état des lieux du système d'information du réseau. Donc là aussi, c'est quelque chose qui peut être envisagé pour tout le monde. En ce qui concerne le module 3, la partie de subventionnement a été conditionnée par l'ANSSI et dans ce conditionnement, ce sont uniquement des outils qui peuvent être, dont on peut bénéficier uniquement les collectivités, c'est-à-dire les communes et les communautés de communes. On ne peut pas, au niveau de la subvention, proposer ces outils-là à d'autres structures que les communes, les communautés de communes. Ça, c'est lié à l'appel à projet fait par l'ANSSI et auquel on a répondu pour obtenir cette subvention-là. Donc, actuellement, ce module 3 est réservé uniquement aux communes, aux communautés de communes. Mais en ce qui concerne les modules 1 et 2, ils peuvent être proposés et, à l'ensemble des autres types de collectivités, y compris, par exemple, au niveau des écoles communales. Et s'il fallait, si on voulait greffer les écoles communales dans le programme, via, bien sûr, un pécule, hein, ça j'entends bien, est-ce qu'on pourrait avoir une ordre d'idée de prix que ça nous coûterait pour que nos écoles soient aussi protégées? Alors, dans ce cas-là, je pense qu'on fera peut-être une étude lors de ce que proposait Francisco. C'est au moment où on fait un état des lieux un petit peu des demandes de votre collectivité que pourra s'analyser un petit peu les demandes un peu spécifiques et on va dire satellites autour de l'équipement de votre collectivité pour voir comment il est envisageable de pouvoir équiper au mieux l'ensemble des différents dispositifs en sachant ce qui est subventionné, on va dire, par cet appel à projet et le financement de la fibre, et ceux qui seraient complémentaires et que la commune souhaiterait malgré tout équiper. Donc c'est à ce moment-là qu'on pourrait faire un état des lieux, revenir vers vous pour vous indiquer un petit peu
ce diagnostic et ce coût, à combien se monterait ce coût supplémentaire. Mais ça serait vraiment du cas par cas, donc ça va être plus dans la partie cadrage que notait Francisco. C'est au niveau de ces réunions-là un petit peu personnelles que l'on pourra réaliser cet état des lieux. Amalia, si tu veux apporter un complément. Alors, je souscris bien entendu aux propos de Guillaume et c'est certainement pas nous qui allons vous répondre qu'il faut limiter la protection, la cyberprotection de votre commune. Et je vous remercie, Monsieur Risset, de lever le sujet des écoles. Ça pourrait être aussi un CCAS ou un office de tourisme communal. Donc, l'idée, c'est bien entendu, nous, on est limité par le dispositif de l'ANSSI. Pour autant, bon, on verra, on va pas mettre Monsieur Esnolf-Jasso au pied du mur, mais on aura un échange avec l'ensemble de nos partenaires. Je pense aussi à Paul Latournerie, bien entendu. L'idée, c'est que derrière, si vous souhaitez aller plus loin dans la cyberprotection, ce qu'on peut que vous conseiller, et puis vous aurez une idée quand même beaucoup plus précise une fois que vous aurez fait la simulation. Ça, c'est vraiment important pour que vous ayez des ordres de grandeur. On essaiera, nous, de voir directement avec nos partenaires s'il est possible, par exemple, que vous puissiez, vous, en tant que commune, bénéficier, en tant que pouvoir adjudicateur indépendant de la fibre, bénéficier par ailleurs des tarifs qui ont été négociés avec la fibre dans le cadre de la mutualisation. Mais ça, aujourd'hui, on n'a pas du tout échangé avec Oxybox, avec aucun de nos partenaires, donc je ne veux pas les mettre en difficulté. Et puis voilà, on n'a pas eu cet échange, donc c'est important qu'on l'ait. Mais c'est en tout cas là-dessus qu'on souhaite partir parce que l'idée, c'est que vous soyez le plus couvert possible. Voilà. Je vais reprendre une question qui a été posée, c'est super, il y en a beaucoup, je vois dans le chat. Victoria, il faudra que tu nous dises, surtout si on a oublié de traiter des questions. Alors, je vois une question de Batch de Béarn qui dit « Une aide juridique prévue pour se désengager de contrats maintenant sauvegarde antivirus avec les partenaires privés avec lesquels on est engagé ». Alors, j'ai envie de dire la réponse, elle est dans votre question. Pourquoi? Parce qu'en fait, le dispositif du plan de relance et du bouclier cyber, il n'a pas vocation à faire de l'optimisation financière. Je le dis comme ça pour qu'il y ait vraiment aucun malentendu et aucune ambiguïté. Le but, c'est pas de remplacer votre antivirus si vous en avez déjà un, ou c'est pas de remplacer votre sauvegarde si vous en avez déjà une, sauf si, par exemple, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas là, au niveau attendu. Nous, on a vocation avec l'État à les financer des communes qui n'ont aucune solution. Si vous avez déjà une solution aujourd'hui, à la limite, vous attendez la fin du contrat, mais on ne va pas, j'ai envie de dire, on ne va pas venir refinancer des outils que vous financez déjà par ailleurs. C'est logique qu'on donne priorité aux communes qui n'ont aucune protection, puisque c'est bien le dispositif de l'ANSSI pour lequel on est engagé. Merci Amalia. Je vais laisser la parole à... Alors attendez, j'ai quelqu'un qui souhaite prendre la parole. Alors, Monsieur Latournerie. Oui, Monsieur Latournerie, alors allez-y, vous pouvez prendre la parole, je vous ai mis en présentateur. Oui, pardon, bonjour tout le monde et merci. Paul, je suis le fondateur d'Upsign-On, la solution de gestion de mots de passe. Pour répondre un peu aux questions qui ont été posées sur le prix et sans être du tout au pied du mur, nous, on sera tout à fait enclin à accompagner tous ceux qui le souhaitent à sécuriser cette partie gestion de mots de passe qui est une galère sans nom pour les utilisateurs, on le sait. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, le prix public, c'est 50 centimes par utilisateur par mois. Ça veut dire pour qu'une école de 20 personnes qui auraient 20 gestionnaires de mots de passe, ça fait 10 € par mois. Et ça, c'est le prix maximum auquel vous pourriez l'avoir, puisque on a des prix encore plus compétitifs dans le cadre du partenariat avec la fibre. Ça permet de répondre à la question d'équiper des choses qui seraient hors programme financement et aussi de quid après je dirais la période de subvention, qu'est-ce qui reste à notre charge? Eh bien, on a même mis dans les contrats de bloquer les prix pour que même si nous on augmente les prix par ailleurs, vous soyez protégés par des prix qui vous permettent en fait de gérer vos budgets dès maintenant et de ne pas hésiter à souscrire ce genre de solution pour renforcer votre sécurité numérique. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je vais laisser la parole à Francisco qui va pouvoir répondre à 3 questions. Francisco, je te laisse la parole donc pour la première question sur Zindoc.
Ouais. Alors, il y a 3 questions un tout petit peu techniques. Je vais répondre rapidement. Le but, c'est pas de prendre trop de temps. Si c'est pas clair, vous pourrez revenir à nous tranquillement. On pourra revenir dessus. Alors, est-ce qu'on peut intégrer un archivage des données sous NDoc? Alors, la solution Oxybox n'est pas une solution d'archivage en tant que telle, hein. Ce n'est pas une solution d'archivage électronique telle qu'on l'entend. C'est une solution de sauvegarde de fichiers qui sont plutôt ce qu'on appelle des fichiers à plat, qu'on va pouvoir sauvegarder de manière individuelle et restaurer de manière individuelle. Donc, ça veut dire que si on parle de sauvegarder du ZenDoc ou de sauvegarder un WordPress ou ce genre de choses, il faut regarder au cas par cas parce que ça veut dire que ce qu'on va mettre en place en termes de sauvegarde devra être exploitable une fois restauré, si jamais il y a besoin de le restaurer. Donc, je pense qu'il faut regarder au cas par cas. Si on est dans le cas d'un produit où les fichiers sont complètement des fichiers à plat, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, si on est sur des choses un peu plus intégrées avec des systèmes de containers ou autres, on peut avoir une difficulté à dire, ben, voilà, j'ai tout sauvegardé, mais après, je veux restaurer tel ou tel fichier. Donc, il faut regarder au cas par cas. Ensuite, il y a une question sur le temps de déploiement de la sauvegarde. Alors, le plus long, ça ne sera pas de déployer la sauvegarde. Le plus long, vous le verrez, ce sera qu'on cale tous les prérequis. C'est-à-dire qu'on est bien vu avec vous, en nous disant, voilà, on veut sauvegarder, mettons, 2 ordinateurs. Sur ces 2 ordinateurs, qu'est-ce que vous voulez sauvegarder? Ah ben, on va tout sauvegarder. Ah ben non, on ne pourra pas tout sauvegarder parce qu'on n'a pas des terras et des terras disponibles. On vous invitera certainement, et puis ça ne servira à rien de sauvegarder tout le disque dur de l'ordinateur. On vous invitera certainement à identifier des dossiers ou à réorganiser vos dossiers de manière à vous dire, ben voilà, finalement, parmi tout mon ordinateur, je veux sauvegarder tel dossier, je l'ai réorganisé. Ça fait 500 mégas, ça fait 1 giga, enfin, on verra ça ensemble. On vérifiera qu'on peut prendre la main sur votre poste, qu'on a le compte d'administrateur. Et une fois que tous ces prérequis seront prêts, ce sera le plus long, ben on prend la main sur votre ordinateur, on installe l'agent de sauvegarde, on le paramètre avec les éléments qu'on a définis ensemble. Et puis, donc, déployer un poste au niveau de la sauvegarde, c'est l'affaire un quart d'heure environ. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très chronophage en soi, le temps de déploiement. Dernier point sur les boîtes mail Pro, donc en particulier par rapport à la solution Men in Black pour lequel il y a ce prérequis. Alors, nous, on ne va pas le réaliser pour vous. Par contre, oui, on va vous accompagner, en particulier dans la phase de cadrage, on reviendra dessus, et on vous montrera que certainement la piste, enfin la solution, elle est entre vous et certainement votre prestataire, qui déjà vous fournit la boîte mail et éventuellement des noms de domaine, de manière à voir comment vous pouvez techniquement et d'un point de vue communication, organiser cette migration des boîtes mail. Parce que ça veut dire qu'il faut que vous ayez des boîtes mail pro pour qu'ensuite on puisse les protéger par Men in Black. Mais changer de boîte mail pour une structure, pour une collectivité, c'est quand même un projet en soi, un chantier, parce qu'il va falloir peut-être migrer les contenus, communiquer sur une nouvelle adresse. Donc c'est un projet interne à la collectivité, mais sur lequel, oui, on pourra vous accompagner. Si je peux me permettre Oui, de rebondir, Francisco, sur les capacités effectivement de sauvegarde et de restauration d'Oxybox. On a effectivement la capacité à aller protéger également des bases de données, des applicatifs métiers, des applicatifs complets. Alors, je n'ai pas la compétence précise sur le logiciel ZinDoc, donc effectivement, ça mériterait une qualification. Sur le principe, en tous les cas, et surtout si c'est un logiciel qui est très utilisé dans le département, ça sera avec plaisir pour qualifier ça, le valider, pour qu'on puisse le diffuser plus massivement. Comme Francisco l'évoquait, évidemment, ici, on est sur une notion de bouclier, et ça a déjà été évoqué aussi pour la question des écoles. Donc, on est sur une notion où on est un peu contraint par les prérequis de l'ANSSI et ce que l'ANSSI, en fin de compte, a imposé, je dirais, en termes de couverture. Donc, l'idée, c'est effectivement d'avoir un bouclier de base pour avoir une armure complète. Effectivement, là non plus, on n'est pas de haut mur et on sera tout à fait, on est d'ores et déjà très déployé, on l'a évoqué, en collectivité territoriale. Donc, on est pleinement en mesure, sur un modèle qu'on prendra le temps de définir avec la FIB 64, de proposer une tarification préférentielle pour ce qui ne serait pas couvert aujourd'hui dans le cadre du bouclier cyber. Merci. Amalia, tu souhaites rajouter quelque chose? Victoria, est-ce qu'on a répondu à la question Non, il en manque une de Bordère, de la commune de Voilà, Bordère. exactement. Il nous reste celle-là, justement, c'était la prochaine. Très bien. Alors, Je te laisse répondre.
pour être tout à fait transparent avec vous tous, on a dû procéder à des hypothèses en fait en termes de projection à la fois financière et en termes de nombre de licences et par exemple de terrains chez Oxybox pour monter notre dossier. Donc en fait, on a posé des hypothèses de nombre de licences et pour notamment des solutions comme Upsignon par exemple, si le maire a un portable avec lequel il travaille systématiquement depuis la mairie ou sur lequel surtout il a des données qui sont propres à la mairie, que vous, en tant que secrétaire de mairie, vous travaillez aussi sur un portable ou sur un PC, peu importe, on va être dans les purs qu'on a calculés, c'est-à-dire à peu près deux licences par commune. Mais ça, une fois de plus, ce sont des hypothèses qui nous ont permis de monter un dossier. D'accord. Il est possible que l'ensemble des communes du département ne sollicitent pas toutes les solutions, donc toutes les licences. Donc en fait, on sera en mesure de porter des ajustements. Ce sera plus difficile de le faire au départ. Au départ, on va essayer de rester quand même dans les hypothèses qu'on a posées pour permettre à toutes les communes de pouvoir venir bénéficier des 4 solutions du bouclier cyber, mais on se laisse des marges de manœuvre pour les communes qui auraient plus de 2 PC par exemple à protéger. Idem pour Oxybox. On a sur la question de la sauvegarde, là aussi on a posé des hypothèses avec des échelles maximum de volumétrie de données à sauvegarder par typologie de commune. Voilà, ce sont des hypothèses qui restent des hypothèses. Donc là aussi, il y aura possibilité d'ajustement. Ce qu'a dit Monsieur Esnolf-Jas, c'est important, et ce qu'a dit Francisco aussi. La consommation et la sauvegarde de données, c'est aussi de la consommation énergétique, et nous aussi, on est quand même tout à fait, comment dirais-je, concernés par la sobriété numérique, et c'est bien normal qu'on y pense. Donc l'idée, c'est pas d'aller sauvegarder les photos de la dernière foire artisanale de 2010. Vous voyez, comme l'a dit Monsieur Esnolf-Jas tout à l'heure, la sauvegarde, elle doit vous permettre de redémarrer l'activité. Donc, quand vous aurez l'échange avec les 2 experts que sont Francisco et Guillaume, ce sera là où vous aurez vraiment l'occasion d'identifier les données les plus critiques qui méritent justement d'être sauvegardées. Ça peut être les délibérations, les données des marchés publics, l'urbanisme, les données relatives à l'état civil, etc., etc. Mais bien entendu, des données fortement consommatrices de stockage que sont des vidéos et des photos, hormis certainement quelques exceptions, c'est pas forcément cette typologie de données qui mérite d'être sauvegardée, dans le sens vraiment continuité du service public. Voilà la réponse que l'on peut faire aujourd'hui. Merci Amalia. Francisco, il y a une commune qui te demande si tu peux rappeler les 4 outils proposés dans le bouclier, s'il te plaît. Tu peux rafficher peut-être si le PowerPoint n'est pas très loin? Oui, on va le rafficher. Vas-y. Ça, c'est aussi simple. Ouais, donc Guettari, bonjour. Donc voilà, ça vient. Voilà, donc les 4 produits. Protection anti-spam avec la solution Mail in Black. Gestionnaire de mots de passe avec la solution Upsignon. Sauvegarde en ligne, donc sauvegarde dans le cloud avec la solution Oxybox. Et antivirus avec la solution With Secure, anciennement F-Secure. merci Francisco. Alors, il y a plus de questions dans le chat. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Je remercie tout le monde pour ce webinaire qui a été très enrichissant. S'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de... Voilà, je vous propose de clôturer ce webinaire. Très bien. Oui. Peut-être quand même un point parce que c'est pas mal ressorti dans le chat. Ton casque, Amalia.
excusez-moi, j'ai pas l'habitude, Captain Speaking, pour puisque c'est pas mal ressorti dans le chat, pour l'ensemble des communes et on le comprend bien, qui sont pour les secrétaires de mairie qui sont intercommunales, pour des secrétaires de mairie qui travaillent aussi sur un syndicat, pour des communes qui ont des écoles, un CCS, etc. Surtout, comment dirais-je, ne vous censurez pas au moment de l'étude de besoin quand vous serez en discussion directement avec Francisco ou avec Guillaume. L'important, encore une fois, le dispositif, c'est une opportunité carrément inédite pour vraiment qu'on accède tous à une couverture cybersécurité et c'est vraiment, voilà, c'est maintenant qu'il faut le faire. En revanche, l'idée, c'est d'aller toujours beaucoup plus loin sur ce sujet. Donc, si vous voulez protéger vos écoles, votre CCAS, votre syndicat, on ne va pas s'interdire d'en parler avec vous. Donc, ne vous interdisez pas de nous évoquer ces besoins parce qu'il y a le dispositif de la fibre, mais vous pouvez aussi, comme on vous l'a dit, derrière contractualiser si besoin en dehors du dispositif avec nos partenaires. Et encore une fois, pour des communes de taille modeste, vous verrez que le coût annuel est bien inférieur au coût que représenterait une attaque et de s'en relever. C'est, je veux dire, là, tout le monde gagne à tous les coups. Là. Donc, voilà, c'est important que vous ayez ça aussi en tête, au-delà du dispositif. Merci Amalia, merci. Merci pour tous ces échanges. Je vous propose de clôturer le webinaire. Je vous donne rendez-vous pour le 15e webinaire qui aura lieu très rapidement au mois de novembre sur les médiateurs numériques. Je vous rappelle également que la vidéo ainsi que la présentation de ce webinaire seront disponibles sur le site webinaire au pluriel .lafibre64.fr. Merci à tous et à très bientôt. Merci, au revoir.